Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette revue des marchés et stratégies pour le mois de mars 2022. Alors, mon nom est Jean-François Gosselin. Je suis gestionnaire de portefeuille au sein du groupe Gosselin-Dubuc-Mazigi et aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux collègues Marc Dubuc et Alexandre Mazigi. Alors, bonjour les gars. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, sans plus tarder, on va aller à l'agenda de la présentation. Donc, on va parler de l'inflation et des hausses de taux. Marc va nous entretenir là-dessus. Ensuite de ça, on va parler des comportements des marchés en situation de conflit militaire. Donc, on va parler effectivement de ce qui se passe en Ukraine. Et on va terminer avec Alexandre qui va nous présenter le positionnement stratégique. Alors, sans plus tarder, Marc, je te cède la parole. Merci beaucoup, Jean-François. Quand on regarde, je pense que l'important, il faut prendre un pas de recul, je pense, présentement, là, avec les marchés qui brassent un peu. Un graphique intéressant qu'on regarde là, à chacune de nos présentations, c'est le sentiment du marché. Où est-ce qu'on en est au niveau sentiment? Puis on voit, vous le regardez dans le coin gauche, supérieur gauche, vous voyez qu'on est dans une situation maintenant de pessimisme extrême. Donc, c'est un marché qui est survendu. Je dis pas, certains pourraient dire que c'est le temps d'acheter. Nous, on n'en est pas rendu là. On veut attendre, voir naturellement. On veut être prudent dans la situation actuelle. Mais ce n'est pas un marché dans lequel on veut vendre présentement, mais il y aurait des possibilités d'achat dans les prochaines semaines. Donc, la chose importante de la page suivante, la chose qu'il faut penser, c'est vraiment que, oui, il y a le conflit en Ukraine qui vient exacerber un peu l'ensemble de la planète, qui vient augmenter la volatilité, la nervosité dans les marchés, mais ça vient surtout jeter aussi encore plus d'incertitude au niveau de l'inflation. Puis je pense que c'est le mot important présentement, là, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Tout le monde parle d'inflation. Donc, et savoir quelles seront les réactions de la Banque centrale. Quand je regarde, vous regardez du côté gauche, vous voyez le graphique canadien. La ligne importante pour la Banque centrale, c'est la ligne en rouge, qui est l'inflation de base. L'inflation de base, c'est l'inflation moins les prix de l'énergie, la fluctuation du prix de l'énergie et de l'alimentation. Parce qu'on sait que ces chiffres-là, l'énergie et l'alimentation, vont se refléter avec le temps dans la ligne rouge, mais ça enlève la volatilité un petit peu. Ça leur donne une meilleure idée de où est-ce qu'on en est dans l'inflation qui est plus durable, si vous voulez. Puis on voit que du côté canadien, à 3,2 %, on n'est pas tellement loin de la fourchette, là, de la cible de 2 % de la Banque du Canada. Donc, on pourrait penser qu'avec quelques hausses de taux d'intérêt par la Banque centrale, on va revenir à notre cible de 2 %. Du côté américain, par contre, vous voyez à droite, la ligne en rouge a dramatiquement monté. Et puis là, on se pose des questions. Puis c'est ce qui fait beaucoup brasser les marchés là, dans les dernières semaines, c'est de savoir, certains commencent à spéculer, à dire, ben les taux d'intérêt de la Banque centrale vont monter de façon importante puis rapidement. Puis ça rend les marchés nerveux. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut regarder là, dans les prochaines semaines. Quand on regarde la page suivante, je pense que c'est une belle illustration. En fait, il y a beaucoup de lignes là, dans ce graphique-là, je le sais, mais c'est pour vous montrer comment les marchés réagissent quand on s'approche et quand on arrive à la première hausse de taux à chacun des cycles économiques. Puis là, ici, chacune des lignes représente une époque, donc 1994, 1999, 2004, 2015, 2016. Et puis, on a fait une moyenne. La ligne en noir, c'est la moyenne des occasions. Ce qu'on voit ici, une chose importante, c'est que normalement, avant la première hausse, qui est la ligne verticale, avant la première hausse de taux, normalement, les marchés sont volatiles, mais généralement en hausse. Mais surtout après, quand on vient d'avoir la première hausse, on voit qu'en moyenne, les marchés baissent. Donc, ils baissent dans les premiers mois, mais qu'ensuite, sur un horizon de 8, 9, 10, même 12 mois, on voit que les marchés, dans tous les cas, 12 mois après, les marchés étaient plus élevés. Puis en moyenne, le marché est en hausse de 10 %. Donc, on le sait, c'est pour ça qu'on a pris des profits au mois d'octobre. Du côté des actions, on savait que les marchés seraient un petit peu plus volatiles, mais ça ne valait pas la peine de tout vendre non plus parce qu'en moyenne, même avec un peu de volatilité, les marchés vont être plus hauts. Donc, si on regarde la page suivante, la chose importante à regarder aussi, c'est comment les taux d'intérêt se comportent, parce qu'ils ne se comportent pas tous de la même façon, dépendamment de l'échéance de l'obligation. Puis on le voit,
la ligne, ici, les deux graphiques sont pratiquement identiques du côté canadien et du côté américain. La ligne foncée vous montre, il y a un an, comment les taux étaient répartis selon les échéances. Puis la ligne en rouge vous montre maintenant. Puis on voit que c'est vraiment les taux de 2 ans qui ont augmenté de façon importante. Et puis, on a pris une décision importante du côté de notre stratégie en décembre dernier. On a décidé de réduire l'échéance moyenne de nos obligations. Donc, on a décidé de vendre des obligations qui avaient des échéances de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, pour aller se concentrer surtout sur des obligations de 2 ans. Parce qu'on trouvait que c'était l'endroit intéressant, l'endroit où on pouvait être le mieux protégé dans le contexte actuel, dans le contexte d'une hausse de taux, parce qu'on voit que les taux de 2 ans ont déjà reflété une hausse de taux. Et si jamais la Banque centrale se trompe, d'une façon ou d'une autre, c'est soit que les taux vont rebaisser. À ce moment-là, on ferait des profits avec notre positionnement. Sinon, les taux plus long terme vont se mettre à augmenter. Puis à ce moment-là, on serait protégé contre des potentielles pertes d'actifs ou pertes de valeur du côté des obligations. Donc, en fait, c'est l'endroit qu'on trouvait qui était le plus intéressant présentement du côté obligataire. Si on va à la page suivante, on avait pris une autre décision. Vous voyez les écarts de crédit entre, par exemple, les obligations à haut rendement, les obligations de haute qualité versus les obligations canadiennes. Puis nous, on avait pris une grande décision d'investir massivement dans la ligne qui est plus foncée. Donc, on voit que les écarts de crédit ont baissé beaucoup. Donc, ça a été une source de profit importante là, dans nos portefeuilles. Mais je tiens à vous dire que déjà, on a commencé à revendre de ces obligations-là à haut revenu parce qu'on avance dans le cycle de crédit. Et notre gestionnaire, on a regardé le positionnement de notre gestionnaire qui s'appelle Canso à la fin du mois de janvier. Ils sont maintenant à 50% maintenant en obligations de haut revenu et l'autre 50% en obligations de haute qualité. Donc, la rotation se fait normalement, puis on va continuer dans les prochains mois à réduire le risque des portefeuilles. Du côté des évaluations des actions, on le voit là, maintenant, surtout dans le graphique de droite, c'est beaucoup plus, c'est mieux illustré, je pense. Le marché canadien est un meilleur baromètre. On voit qu'avec les baisses récentes, on voit que les évaluations court-bénéfice, on est revenu dans la moyenne, même un peu en bas de la moyenne. Donc, le marché des actions n'est pas un marché qui est très cher présentement, surtout quand on regarde l'acétate suivante, on voit l'anticipation des profits. L'anticipation des profits, vous vous rappelez, c'est sûr, après la correction qu'on a eue en 2020, les profits avaient beaucoup baissé du côté des entreprises et puis les expectatives en 2021 étaient d'un retour à une grande profitabilité là, au niveau des entreprises. Puis vous voyez les colonnes en gris. Mais finalement, les profits ont été au rendez-vous. Les profits ont été selon les attentes qui avaient été faites en 2021. Puis là, on a les attentes pour 2022 et 2023 qui sont beaucoup plus raisonnables, qui sont beaucoup plus en ligne avec ce qu'on avait dans l'histoire. Donc, en résumé, c'est de dire, bien, les actions actuellement ne sont pas surévaluées et puis même les attentes ne sont pas surévaluées. Donc, le marché des actions, ce n'est pas celui-là duquel on devrait être nerveux présentement, c'est plutôt du côté obligataire. Donc, je te repasse la parole, Jean-François. Merci beaucoup, Marc. Alors, moi, je voulais vous parler on le voit, hein, on a tout un conflit là, actuellement qui se déroule en Ukraine. Et je pense que c'est important de vous présenter cette page-là puis de discuter qu'est-ce qu'on fait dans ces périodes-là. Il y a des clients, moi, qui m'appellent et qui me disent « Jean-François, est-ce qu'on va sur les lignes de côté? Comment vous voyez ça? » Fait que c'est tout un casse-tête qu'on a devant soi. Mais par exemple, si on prend la deuxième ligne là, dans ce tableau-là, qui est la première frappe aérienne américaine en Irak en mars 2003, mais ce qu'on constate, c'est que 3 mois avant l'événement, 3 mois avant l'attaque, le marché est en repli de 1,9 %. Et 3 mois après l'attaque, il est en hausse de 15,6 %. Et puis, dans cette période-là, vous voyez la dernière colonne à droite, bien, le marché a fluctué, il a baissé beaucoup. Donc, c'est certain, 14,1 %, là, on peut dire qu'on prend le bouillon dans cette période-là. Et les gens se sont probablement demandé les mêmes questions qu'aujourd'hui. Est-ce qu'on reste investi ou est-ce que c'est le temps d'aller sur les lignes de côté? Mais on voit bien qu'après
un mois, même après 3 mois, la majorité du temps, mais si on prend la statistique au bas, là, 73% du temps, après 3 mois, 3 mois après l'événement, le marché était positif et la moyenne, c'est 3,7%. Puis un mois après l'événement, c'est 0,8%. Est-ce que ça va être ça qui va se dérouler encore cette fois-ci? Ça, on ne le sait pas. On va le savoir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais le constat qu'on peut avoir, c'est que des conflits militaires, il y en a déjà eu dans le passé. Le marché réagit mal quand ça se produit, mais il y a toujours tendance à revenir au galop et à rebondir par la suite. Cette page-ci indique qu'il y a toujours une bonne raison pour sortir du marché. Hein? On voit ce graphique-là, il est illustré depuis mars 2009. Et depuis ce temps-là, hein, on a vu toutes sortes de situations, que ce soit des élections américaines. Il y en a qui, je me rappelle, au moment des élections où Trump était en liste et tout ça, les gens se disaient, on va sortir des marchés, on va sortir des marchés. La pandémie, de la COVID, bref, il y a toujours une bonne occasion pour sortir des marchés, mais regardez la croissance des actions mondiales, en fait, depuis 2009, c'est 547%. Et ça, c'est au travers de ces événements-là, ce qui fait un rendement moyen annualisé d'un petit peu plus que 15%. Donc, autre bonne raison de demeurer investi. Cette page-là est drôlement intéressante. En fait, ce qu'elle présente, c'est le rendement de l'investisseur moyen versus la performance du S&P 500. Si on prend la ligne, par exemple, de 10 ans, dans l'encadré rouge à gauche, on voit que l'investisseur moyen en action, il a fait 9,43% de rendement, alors que le rendement du S&P 500 dans la même période, il a fait 13,56%. Donc, quand même, tout un bon écart. Puis regardez sur 20 ans, 4,25 versus 6,06. Puis sur 30 ans, donc 30 ans, là, on prend beaucoup d'événements géopolitiques, beaucoup de fluctuations aussi. Bien, on voit 5,04 versus 9,96. Et devinez quoi? Je sais que vous savez la réponse. Pourquoi il y a un écart si important entre les deux? Bien, c'est des émotions. Les émotions qui font que l'investisseur a tendance à vouloir sortir du marché dans des périodes de crise. Et quand il sort du marché, il a tendance à ne pas revenir au bon moment. Donc, il rate le rebond. C'est pour ça qu'on dit toujours à nos clients de demeurer investis sur leur stratégie à long terme et de ne pas se laisser distraire par des événements à court terme parce que ça serait de vendre des actifs à perte puis de rater ce fameux rebond-là. Donc, en résumé, tous ces éléments-là sont pris en considération dans les scénarios économiques avec lesquels on travaille, puis dans la stratégie qu'on applique en portefeuille. Alexandre, tu veux-tu nous partager le contenu, s'il te plaît? Alors, bonjour. Voici les scénarios économiques qui sont produits par le bureau du chef des placements de la Banque nationale. Puis, depuis la dernière capsule, les scénarios sous la toile de fond restent sensiblement la même. Nous opérons encore sous le scénario de base qui, selon eux, ont 70% des probabilités de se produire. Ben, ça se traduit par encore le combat contre Omicron qui continue, mais Omicron est moins virulent à cause du taux de vaccination qui est relativement élevé. Pareil, la reprise économique continue, mais à un rythme un peu plus ralenti. Puis c'est normal. Écoutez, en 2021, on se comparait à 2020 où l'économie avait été mise sur pause. 2022, on se compare avec 2021 où l'économie avait déjà commencé à reprendre. Mais là, on voit que l'économie, surtout du côté des secteurs, du secteur des services, a repris. On recommence à aller au restaurant, on recommence à prendre des vacances et tout ça. Du côté des économiques, ben, les décideurs politiques commencent à retirer tranquillement leur soutien fiscal d'urgence qu'ils avaient mis en place pour faire face à la pandémie. Puis on pense que l'inflation va revenir tranquillement à des niveaux un peu plus normaux, mais tout de même va rester un petit peu plus élevé que la moyenne habituelle de 2%. Alors on pense que les taux obligataires vont augmenter graduellement, comme Marc a mentionné,
mais aussi qu'à long terme, les actions vont continuer leur ascendance long terme. Il y a aussi le scénario optimiste, ce serait qu'on gagne rapidement notre combat contre le COVID et que l'inflation se stabilise et que les banques centrales, ils ne soient pas obligés d'intervenir massivement pour ralentir l'inflation. Il y a aussi le scénario pessimiste que on aurait une nouvelle flambée du côté du COVID et que la Banque centrale soit en arrière de la parade du côté de l'inflation, qu'elle soit obligée d'augmenter les taux d'intérêt rapidement. Mais on opère encore sous le scénario de base, ce qui explique notre positionnement qu'on va voir sur la prochaine page. Voici le positionnement stratégique d'un portefeuille équilibré. On regarde du côté de l'encaisse des revenus fixes, on est sous-pondéré et c'est principalement à cause que l'augmentation des taux d'intérêt que Marc a mentionné. On voit aussi qu'on est pas mal sur les cibles du côté des actions américaines, canadiennes et internationales, simplement parce qu'en octobre passé, on avait fait pas mal de nos profits. On savait que l'augmentation des taux d'intérêt s'en venait. Alors, comme bon père de famille, on a décidé de protéger nos gains, de revenir un peu plus vers nos cibles. Et cette sous-pondération des revenus fixes et de l'encaisse, on a décidé d'investir en alternatif, où vous voyez cette sorte de pondération de 7 %, simplement parce que cette catégorie d'actifs va nous donner un rendement plus intéressant que les revenus fixes, surtout dans un scénario d'augmentation des taux d'intérêt, mais il est aussi beaucoup moins volatile que le côté des actions. Alors, c'était un bon juste milieu qu'on voulait mettre en place que simplement avoir des liquidités qui ne nous fait aucun rendement. Alors, voici notre positionnement stratégique basé justement sur le scénario de base qu'on a vu plus tôt. Merci. Donc, en résumé, les gars, on garde le cap. On demeure investi, on suit l'évolution quand même de tout ce qui se passe en Ukraine et de ce côté-là du globe. Puis rassurez-vous, chers clients, on a la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir bouger dans les portefeuilles. Donc, si on croit qu'il faut se replier rapidement puis de sortir des marchés, on va poser ces gestes-là, mais pour l'instant, on demeure investi dans cette approche-là qui est vraiment très près des cibles là, en action et un petit peu plus surpondéré pour l'alternative. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires ou vous désirez avoir un peu plus de précision sur le contenu de la présentation, vous avez nos coordonnées à l'écran. N'hésitez pas à nous appeler. Ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Et sur ce, on vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. À bientôt. À bientôt.